Ben moi, je suis un peu né dedans. Ma famille, mon père principalement, a opéré presque une centaine d'unités à lui tout seul. C'est un vieux proprio. On a eu comme l'opportunité, moi et ma soeur, de reprendre le parc immobilier. Okay. Fait qu'on s'est lancé là-dedans, puis c'est là où j'ai fait le CMFE. J'ai vraiment été attiré par faire de la gestion de portefeuille, mais en immobilier. On est les seuls à faire ça. Puis... Je vais aller demander à mon conseiller financier, puis mais ton conseiller financier, probablement qu'il connaît rien en immobilier parce qu'ils n'ont pas d'éducation là-dedans. La majorité des gens ne comprennent pas l'ingénierie financière de l'immobilier. Salut Matt, comment ça va? Salut Nick, ça va bien toi? Excellent, ça va très bien. Merci d'être là. Ben, ça fait plaisir, je suis content d'être là avec toi. Yes! Fait que Matt, on va commencer par ton parcours en investissement immobilier parce que t'es pas bien méconnu du monde qui nous écoute en ce moment. Parle-nous donc, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de devenir investisseur immobilier essentiellement? Ben moi, je suis un peu né dedans. Ouais. J'ai commencé à... T'es Obélix, c'est ça? Ben ouais, c'est ça. Je suis tombé dans le soupe quand j'étais jeune. Mais tu sais, ma famille, mon père principalement, a opéré presque une centaine d'unités à lui tout seul. C'est un vieux proprio de... Ah ouais, un bon vieux proprio de bloc. Puis, mais tu sais, il a amené ça quand même à un haut niveau. Puis j'ai commencé à l'aider. J'avais 18 ans. J'allais récolter les loyers, puis gérer les appels. Puis, tu sais, j'ai fait ça, puis je l'ai vu aller. Puis, t'es chanceux, il t'a sacré patience jusqu'à 18 ans. Exact, c'est ça. Mais là, en même temps, il ne voulait pas non plus que je fasse juste ça. Il voulait que j'aille une carrière, il voulait que je fasse ce que je voulais dans la vie. Fait que, mais j'ai toujours été passionné par la finance. Puis je voulais comprendre mieux comment faire fructifier l'argent. Puis tout ça. Fait que j'ai fait mon bac à l'UQAM en finance. Ouais. Puis après, je suis allé faire mon titre de CFA. Puis, bien, nécessairement, je suis tombé dans la gestion de portefeuille. Okay. Fait que je suis devenu gestionnaire de portefeuille, plein exercice. J'ai été analyste, j'ai été trader, j'ai géré un fonds réel d'investissement. Fait que, tu sais, j'ai comme trippé vraiment dans l'analyse de titres boursiers. Puis, ça m'a vraiment amené ailleurs. J'ai fait ça pendant 7 ans. Puis après, ben, j'ai traversé plus du côté relationnel avec les clients, puis, tu sais, gestion. Puis, j'avais genre un gros book à un certain point. Puis, moins dans le faire, là, plus comme dans développer la clientèle. Oui, plus développer la clientèle, ça, développer les affaires, puis avoir la relation client, puis calmer les émotions des investisseurs quand le marché boursier plantait, par exemple. Fait que ça a été vraiment une belle expérience. Puis, à un moment donné, mon père vieillissait aussi, puis on a eu comme l'opportunité, moi et ma soeur, de reprendre le parc immobilier. Okay. Fait qu'on s'est lancé là-dedans, puis c'est là où j'ai fait le CMFE. Ouais. Tu sais, je suis un investisseur, j'aime la finance, je travaille là-dedans. Fait qu'en faisant le CMFE, j'ai rencontré Philippe Foisy, qui faisait le cours de gestion de portefeuille. Puis là, j'ai vraiment comme trippé là-dedans. Puis je dis, OK, mais on a une pépite d'or dans notre famille, tu sais, qu'on peut vraiment amener la business ailleurs. Fait que je me suis vraiment vu comme le gestionnaire de portefeuille du patrimoine familial. Ouais. Ça t'a permis de faire le lien entre l'immobilier et ce que tu faisais dans ton travail un peu aussi. Là. Exact. Fait que c'est ça qui m'a amené à faire ça. Puis là, ben, au fil du temps, on a repris le parc, on a optimisé, on a refinancé, puis on avait des liquidités. Puis là, il faut que tu fasses un choix. Est-ce que je pars ma business, je le fais-tu moi-même, ou je m'associe puis je fais du partenariat? C'est ce que j'ai décidé plutôt de faire. J'ai un background plus passif, analyste, mais je n'étais pas prête à... Tu ne veux pas être le lone wolf, là. Exact. Puis je pense qu'on avait beaucoup de capital, fait que pour aller vite et faire travailler tout cet argent-là, il faut une équipe. C'est rendu ça, c'est une business, l'immobilier. C'est clair. Surtout rendu à ces niveaux-là. Là. Exact. Fait que moi, j'ai décidé de m'associer, puis fait que c'est ça. J'ai commencé à faire beaucoup de partenariats passivement, finalement. Puis tu as décidé de faire le switch aussi à temps plein, de quitter, en fait... T'étais chez Desjardins? À la fin, j'étais rendu chez Gestion Privée Desjardins, exact. Ben, j'ai fait le switch, dans le fond, Philippe, c'est avec la modélisation financière, puis... avec Béatimo Service Conseil. Béatimo Service Conseil, j'ai vraiment été attiré par faire de la gestion de portefeuille, mais en immobilier. Puis on est les seuls à faire ça, puis c'est vraiment d'amener... On en parle beaucoup là, dans les cours, puis tout. C'est devenu beaucoup plus sophistiqué, l'immobilier, puis les tranches de dette, puis les partenariats, puis les rendements, puis... Fait que j'ai géré le risque, on n'en parle pas beaucoup, mais il y en a du risque en immobilier. Ben oui, absolument, c'est clair. Fait que j'ai fait le switch à 1000%, puis on est parti là dans cette aventure-là. Fait qu'aujourd'hui, je fais de l'immobilier à temps plein, tant au niveau du portefeuille de la famille, mais aussi au niveau de Béatimo Service Conseil. La volatilité, elle t'a suivi, dans le fond, c'est toi qui l'as amené avec toi. Ouais, c'est ça. Je suis arrivé, volatilité des marchés boursiers, là... Ouais.
fais le switch à Bellissimo Service Conseil. Là, on a de la volatilité en immobilier, ce qu'on n'avait pas vu depuis Belle Lurette. Là. C'est un concept quand même. C'est quand même un concept, mettons, pour quelqu'un qui a eu des blocs dans les débuts des années 90, c'est pas un nouveau concept. Mais disons, pour un investisseur qui a commencé il y a 20 ans et moins, la volatilité... C'est pas un concept qui était connu. C'était pas un concept qui était connu, qui était pas vécu, en fait. Non, c'est ça. Les investisseurs boursiers sont habitués. Là, habitués. Je sais pas si on s'habitue vraiment. Je te garantis qu'il y en a une méchante gang qui sont pas habitués. Puis ils le font pareil, mais ils vivent le stress. Là. Ouais, c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire. Tu récompenses la prise de risque par du rendement, puis ça vient avec. Mais l'immobilier, ça a été ça. Puis nous, quand on a repris le parc immobilier, on est tombé direct dans les années. On a commencé on a repris en 2018 officiellement. Ouais. Fait que, on a eu... Même la volatilité avait commencé en 2018. Exact, c'était devenu plus difficile. Puis déjà, puis là, 2020 est rentré, 2021. Puis, mais tu sais, tu persévères, tu continues d'avancer. Puis si tu gardes une vision long terme, la volatilité, c'est un concept. C'est un bruit. Exact. C'est du bruit, dans le fond. C'est juste des valeurs intrinsèques qui bougent. Ouais. Mais dans le fait, le vrai risque, c'est perdre ton argent. Ouais. C'est pas la volatilité. Ouais. La volatilité, c'est juste du swing. C'est juste du swing. Le vrai risque, c'est d'être impatient. Puis de. Tu sais, je pense souvent, je suis pas mal moins calé en bourse. Puis il ne faudrait pas qu'on parle de mes performances boursières parce qu'il n'y aurait pas de collège MREX dans la bourse. Ça, c'est clair. Je vais rester à l'immobilier. Mais c'est de ne pas être impatient au mauvais moment. Tu sais, souvent, je pense que le monde en bourse, c'est qu'ils deviennent impatients quand ils sont dans un downswing. Puis là, ils sortent, puis c'est là que tu perds de l'argent. C'est un peu la même affaire en immobilier. Je veux dire, même s'il y a de la volatilité, comme tu dis, si tu as une vision à long terme, puis que tu es capable de juste être patient les années qui sont en downswing, mais tu sais, une perte qui ne s'est pas matérialisée, c'est pas une perte. T'sais. Non, puis tu sais, l'immobilier, selon moi, c'est un produit financier comme un autre. C'est comme c'est une business. C'est la même affaire que d'acheter des grosses compagnies boursières. C'est juste que c'est à plus petite échelle, puis c'est détenu personnellement, puis c'est un marché privé et non public. Institutionnel, exact. Exact, mais ça demeure que c'est un produit financier, puis le contrôle des émotions est hyper important. Puis un bon investisseur immobilier, c'est ça. Puis ceux qui font des erreurs, tant à la bourse ou tant en immobilier, c'est ceux qui vont réagir, qui vont prendre des décisions rapidement parce qu'ils ont une peur, puis ils vont réagir. Puis c'est comme ça que... Ils vont surréagir. Ils vont surréagir. Fait que moi, je l'ai toujours dit, un bon investisseur, c'est oui, trouver des deals, d'avoir une compréhension, puis de ça, mais c'est le contrôle de tes émotions. Absolument. C'est hyper important pour être un bon Absolument. investisseur. Il y a un côté stoïque. C'est drôle, j'ai fait une publication là-dessus cette semaine. L'importance de la méditation pour l'investisseur immobilier. Il y a du monde qui vont sûrement lire ça et dire hey, Nick, là, il est complètement parti là, sur une dérape. Là. Mais c'était ça, essentiellement. C'est le côté stoïque, parce que j'essayais de souligner aux gens, c'est justement, on est dans les 3 dernières années qui ont été des années assez bizarres, côté immobilier, assez hors de l'ordinaire. Puis justement, ce côté stoïque-là, c'est là qu'il devient encore plus important d'être capable de ne pas tomber dans les extrêmes. Puis ça, c'est autant vrai pour les extrêmes bas que les extrêmes hauts. Exact. Puis je pense que d'ailleurs, le stoïcisme, la méditation, puis ces choses-là sont extrêmement importants dans le monde des affaires, dans le monde de l'investissement. Tu sais, les cycles de marché, on apprend ça en économie, tu sais, l'existence des cycles de marché. Les cycles de marché existent surtout, tu sais, quand tu commences à étudier l'économie comportementale, c'est que ça existe parce que l'humain a une tendance naturelle, primitive, à toujours surréagir. Au bas puis au haut. Mm-hmm. Tu sais, t'es sur un high, ça va bien, là, puis là, tu sais, on le voit, le monde, là, c'est comme YOLO, puis on a une vie, puis on y va pour le moonshot, puis là, tu sais, c'est comme, OK, je suis en train de gagner, puis tu sais, souvent, on le voit au casino, la personne, elle gagne, puis elle n'est pas capable de dire, OK, je prends des beaux gains, puis je m'en vais. Tu sais, ou je vais prendre une pause. Puis c'est la même chose, ça va mal, puis là, c'est comme l'humain, comme, non, ça va juste aller mal à jamais, puis je suis plus capable, puis j'en peux plus. Puis là, il lâche. Mais dans les deux cas, c'est un manque de stoïque. T'es pas assez stoïque, t'es pas capable d'être assez balancé, discipliné, enraciné, appelons ça ce qu'on veut. Là. Exact. D'être capable de dire, OK, bon, ben, tu sais, ça va passer, je prendrai pas de décision stupide aujourd'hui. Là, exact. Puis tu sais, la personne qui
qui voient l'immobilier ou n'importe quel type de placement sur le long terme, c'est bien plus facile de voir sur les 10 prochaines années que dans les prochains 6 mois. Fait que on en parle souvent, que l'immobilier, c'est pas un enrichissement qui va se faire sur le très court terme, mais c'est vraiment plus sur le long terme. Fait que ça permet justement je pense, de gager mieux justement ces émotions-là. Absolument. Exact. C'est comme la vie 248 de la CHL. À un moment donné, je disais en blague, puis c'était un peu de ma manière d'être stoïque face à cet avis-là. C'était comme, je m'en rappellerai pas, je m'en rappellerai sûrement pas de cette histoire-là le jour que ma dernière fille va se marier. Là, non, c'est ça. Parce que sur un assez long terme, tu vas faire comme, ça crée un peu de trouble. Il a fallu réorienter des affaires, changer une couple de stratégies, mais tu sais, au final... des curveballs, tu vas toujours en avoir. C'est ça. Un investisseur, il faut que tu sois capable de t'adapter. Exact. Puis il faut tout le temps... En fait, il faut que tu sois constant aussi. Ouais. Tu sais, le monde qui essaie de timer le marché boursier, c'est la même affaire que le gars qui fait pas d'immobilier depuis 3 ans parce que les conditions de marché ont été plus difficiles. Ouais. Si tu le dis régulièrement, si tu achètes un bloc par année... tu n'en auras pas de problème à long terme. Mais c'est de la constance. Tu vas avoir des bonnes années, tu vas avoir des moins bonnes années. C'est la moyenne qui va faire le résultat, mais c'est de la constance, c'est de la discipline, c'est le contrôle des émotions. C'est toute la psychologique de l'argent. Exact. Puis l'humain, il ne gère pas bien l'argent. Non. Il n'est pas bien là-dedans. L'humain est fucké psychologiquement. Ah ouais, absolument. Fait qu'on on a plein de billets, on prend des raccourcis. On est drainé par la peur à cause du cerveau reptilien, essentiellement. Exact. Puis il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais travaillé pour passer par-dessus ces peurs-là. C'est un travail continuel. Le développement personnel existe pour une raison. C'est toute cette industrie-là. La méditation existe pour ça, d'être capable de sortir de ce côté du système nerveux sympathique, le fight or flight, qui veut juste comme... qui perçoit tout comme étant un tigre qui essaie de te tuer, mais il n'y en a plus de tigre. Alors, à moins que tu te promènes dans des coins roughs d'un ghetto, il n'y a plus personne ici là, qui essaie de te tuer. T'attaquer. Fait que tu viens de poser. Ça me fait toujours un peu rire, les gens qui sont comme « Ah, ça sera plus jamais pareil » ou tu disais tantôt, d'essayer de timer le marché. Combien de fois que je rencontre des investisseurs, je leur dis « Bon, t'es investisseur? Oui. C'est quand la dernière fois que tu as acheté? Ah, moi, j'achète pas en ce moment, j'attends là, que le marché vive. » T'attends quoi? Puis finalement, tu parles à ces gens-là, puis 3 ans, 4 ans plus tard, toujours rien fait. Ils ont fait plein de formations ou ils n'ont pas fait de formation, puis ils ont plein de cash qui dort. Puis finalement, ils n'ont pas fait d'investissement parce qu'ils attendaient quoi que... moi, je connais du monde, honnêtement, là, depuis 2013, quand j'ai cofondé Réharvé, qui me disait qu'ils attendaient que le marché plante. Puis qu'ils n'ont toujours pas acheté. 11 ans plus tard. Là. Tu le regardes, le marché, puis si tu es actif dans le marché, il y en a des opportunités. Il y en a tout le temps des opportunités. Tout le temps. C'est la même affaire si tu es un investisseur boursier. Tu as toujours des opportunités, mais il faut que tu sois présent, il faut que tu le regardes, il faut que tu sois là, il faut que tu vives les émotions. C'est plus difficile. Puis quand tu as une curveball de la SCHL qui change les règles du jeu en plein cours, puis que tu es en plein privé. C'est ça, juste parce qu'ils sont levés du mauvais pied. Mais justement, si tu es tout le temps là, puis le marché immobilier, c'est un marché privé. Fait que c'est beaucoup de réseautage, c'est les trucs, il faut qu'on s'entraide. C'est pas. C'est l'acceptation de l'imperfection aussi. Absolument. Je trouve qu'il y a beaucoup d'investisseurs, on dirait qu'ils attendent le climat parfait, textbook. Mais il n'existe pas, ce climat-là. Mais non. Il n'existera jamais. Jamais. Il va toujours avoir de quoi pour te décourager ou te faire peur. Puis, dans ce temps-là, moi, j'amène les gens peut-être à se poser la vraie question. T'es-tu fait pour ça? C'est ça. Est-ce que tu devrais investir en immobilier? Puis peut-être c'est la même chose à la bourse, mais tu sais, c'est arrivé à plusieurs reprises que j'ai rencontré des étudiants. J'aurais dit, c'est peut-être même pas une question de ton profil d'investisseur, c'est peut-être une question de... T'es peut-être juste pas un investisseur immobilier. Peut-être tu devrais juste investir dans les obligations à long terme du trésor, puis comme... T'as caché, puis c'est correct. Puis c'est ça, c'est un produit financier, l'immobilier. Comme n'importe quoi d'autre, ça a des risques, ça a des rendements, puis faut que tu te connaisses, toi, ton profil d'investisseur. Puis même, on peut pousser plus loin, parce que ça m'amène à penser que, justement, il y en a qui veulent faire l'immobilier, mais t'es pas fait pour faire l'immobilier. T'es pas un gars actif.
Puis c'est beaucoup d'entrepreneuriat. Tu as des fournisseurs à payer, tu as des locataires à gérer, tu as des financements. Comprendre c'est quoi ton profil d'investisseur, d'ailleurs. Mais tu peux être passif aussi. Ouais, Tu peux être vraiment un profil passif. Puis dans l'immobilier d'aujourd'hui, il n'y en a pas d'immobilier s'il n'y a pas de passif. Absolument. Ils apprennent de l'argent aujourd'hui. Là, c'est plus... D'ailleurs, j'ai un bout de camp là-dessus, sur les profils d'investisseurs. Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le succès qu'ils veulent avoir en immobilier parce qu'ils n'ont pas pris le temps de penser à c'est quoi leur profil. Tu sais, un investisseur actif versus un investisseur passif versus peut-être un co-investisseur, un développeur immobilier ou un investisseur ou un propriétaire de bloc. Tu sais, c'est des profils très différents. Tellement. Puis là, exemple, si tu as une mentalité vraiment, puis ton profil devrait être celui d'un propriétaire de bloc, tu sais, j'ai souvent j'ai sorti ce terme-là pour rire, c'était juste pour fouetter le monde, mais il y en a qui sont faits pour être propriétaires de bloc. C'est-à-dire que peut-être que toi, là, ton profil, c'est d'acheter 3-4 plex dans ta vie sur un span de 15-20 ans, puis t'en occuper en bon père de famille ou en bonne mère de famille, puis ça se peut que ça soit parfait, c'est ça que tu as besoin, c'est ça que tu veux, c'est ça ton profil. Si toi, tu essaies d'être développeur immobilier comme moi, là, comme tu n'auras pas de succès, tu vas être malheureux. Fait que c'est important de bien déterminer c'est quoi ton profil d'investisseur à toi, puis d'être honnête avec toi-même. C'est ça. Il y a un risque-rendement. Tu sais, l'individu qui fait de l'investissement comme un propriétaire de bloc, tu sais, probablement que ton niveau d'endettement va être plus faible. Ouais. Puis, fait que ton effet de levier est plus faible. Ton rendement aussi, donc moins de potentiel d'erreur. Exact. Mais tu n'as pas le scale. Ton rendement, il est moins élevé. Ouais. Mais si ça te convient, tu t'attends pas à des gros rendements. Exact. C'est correct. Puis c'est quoi ton coût d'opportunité là-dedans? Puis tu ferais-tu mieux en faisant autre chose? Non, mais c'est correct de faire ça comme ça. Puis un propriétaire de bloc qui fait une acquisition au 1 an ou 2 ans, il va être correct dans 25 ans aussi. Là. Puis d'attacher ça, c'est pourquoi tu as investi dans l'immobilier, tu sais. Tu sais, l'immobilier, pour le cas commun que je vois le plus souvent, le monde qui investit en immobilier parce qu'ils veulent avoir une liberté financière. Mais je suis comme, si tu as une liberté, tu ne devrais pas être un investisseur actif. Parce que s'il y a bien une chose qui mange la liberté de quelqu'un, c'est de l'investissement actif. Tu sais, comme, moi la liberté financière, tu sais... imager, être sur le bord de la plage, boire des mojitos avec des filles en bikini puis du reggae. Là, comme, moi, ça n'a jamais été mon why, pantoute. Là, au contraire, moi, je veux pas ça. Là. C'est sûr qu'après 3 jours, je suis écœuré. Puis j'ai un cahier de notes qui est plein. Puis là, je tourne en rond. Puis, moi, ma liberté, elle se trouve dans être sur le terrain, à faire des projets, imaginer des affaires, avoir un impact positif. Fait qu'il faut que je fasse un investissement qui ressemble à ça. Quelqu'un qui rêve, justement, de passer son hiver en Floride, il ne faut pas que tu sois développeur immobilier. Il ne faut pas que tu sois investisseur actif. Il ne faut pas que tu sois proprio de bloc, parce que probablement qu'un proprio de bloc, tu vas avoir de la misère à déléguer ta gestion. Fait qu'il faut que tu réfléchisses à ça. Pourquoi tu veux investir en immobilier? C'est quoi tu cherches de ça? C'est quoi l'end goal? Parce que sinon, tu n'auras pas le succès, puis en plus, tu ne seras pas heureux. Non, surtout, puis surtout, j'ajouterais à ça, c'est l'horizon. Ouais. Tu sais, tu ne deviendras pas indépendant en dedans de 90 jours, en dedans d'un an. Je veux dire, c'est l'investissement, vu que c'est un long terme, c'est un marathon, c'est pas une course. Ouais. C'est au fil des bons coups que tu fais, au fil du temps, que ça va t'amener. Avec quoi tu travailles aujourd'hui? C'est souvent l'autre chose aussi dans déterminer son profil d'investisseur. Avec quoi tu travailles aujourd'hui? Tu sais, je challenge souvent les investisseurs. Puis Phil Foisy, qui avait passé sur l'épisode d'avant, il a écrit un très bon article sur mrex.co c'était sur combien de portes tu dois avoir pour avoir ton indépendance financière. Puis, tu sais, des fois, je challenge souvent du monde dans la meute. Je leur dis, tu sais, surtout ceux qui disent qu'ils veulent leur indépendance financière ou leur liberté financière. Parfait, c'est quoi ça? Là, des fois, tu as des réponses que ça va être j'ai besoin de 100 000 par année qui vient d'investir, de revenus passifs. OK, parfait. Mais tu as combien à investir aujourd'hui en capital? Parce que ce que tu as à investir, ta valeur nette aujourd'hui qui est investie, c'est ça qui va déterminer finalement. Tu sais, il y a un range de rendement, puis de comment tu reçois ce rendement-là en immobilier. Tu as du rendement de plus-value, tu as du rendement de capitalisation d'hypothèque, tu as du rendement de cash flow.
Mais là, tu me dis que tu as besoin de 100 000 de cash flow par année. Battre 5 à 10 de cash en cash, 5 à 10 de cash en cash dans l'immobilier, c'est pas mal extrême. 10 tu es pas mal prêteur privé. Fait que ça veut dire que tu n'as plus de prise de valeur, tu n'as pas de capitalisation. Fait que tu as décidé que toi, tu fais du cash flow. Mais mettons, tu es à 5 de cash flow parce que tu veux quand même avoir une appréciation de ton capital dans le temps versus l'inflation, blablabla. 5 tu as besoin de 100 000, tu t'as dit que tu as besoin de 100 000, mais ça veut dire que tant que tu n'as pas 2 millions en capital à investir, là, comme on oublie ça. Là. Exact. Fait qu'en ce moment, ça veut dire que tu devrais peut-être tout faire. Si tu n'as pas besoin de cash flow aujourd'hui, monter ta valeur nette. Tout faire pour te rendre aux 2 millions. C'est ça. Puis après ça, tu te poses la question, c'est-tu toi qui es bon pour te rendre à ton 2 millions? C'est-tu moi? C'est-tu toi? C'est-tu Phil? C'est-tu quelqu'un d'autre? Ça aussi, c'est une question à te poser ou c'est-tu ensemble? Ça va évoluer dans le temps. Exact. Je veux dire, comme tu dis, là, tu es en grosse croissance, tu vises la valeur nette, puis comme un coup que tu l'as frappé, ton 2 millions, ton 3 millions, ben tu switches ton profil. Là, tu peux switcher, puis c'est normal, tu vas vieillir aussi, puis là, à 30 ans, tu n'es pas la même personne qu'à 55, tes besoins ne sont pas les mêmes, fait que ton besoin de liquidité va augmenter dans le temps, puis là, ben, c'est là où tu commences à switcher, puis tu peux aller ça évolue dans le temps, ton profil. Exact. Puis tu peux faire du Airbnb aussi. Là, tu vas avoir du gros cash flow là, où tu peux faire. Il y a plein de façons de tweaker un portefeuille pour arriver à tes objectifs, mais c'est ça. Mais c'est une approche, tu sais, l'approche gestion de portefeuille, puis de penser à ça. C'est une approche que, tu sais, je me rappelle, j'en parlais en 2013 quand on a cofondé RRV, j'en parlais des clients, puis le monde en immobilier avait comme jamais pensé à ça. Non. C'était juste, on achète des blocs, on accumule des blocs, les hypothèques se payent, ça se paye, puis c'est drôle parce que moi et ma blonde, on a une amie, justement, son père a un profil un peu propriétaire de blocs, plusieurs centaines de logements, pas super endettés, puis là, ils sont comme dans une réflexion, puis ils commencent à vouloir léguer aux enfants, mais là, ils sont comme dans une réflexion familiale de « ouais, mais t'as peu, là, tu sais, comme... » Le père, il travaille encore, genre à 70 ans, comme un débile, puis il gère tous ses immeubles. Les enfants ont vu ça toute leur vie, puis sont comme... Je veux pas ça. Merci, mais comme non merci, tu sais. Puis là, tu dis, ouais, mais pourquoi que vous ne switchez pas votre portefeuille, justement, tu sais, refinancer telle affaire, vendez telle affaire, puis switcher, devenir plus passif, tu sais, whatever, soit à travers l'immobilier, soit à travers... Autre chose, ça peut aller dans le prêt privé, whatever, ça peut être l'affaire. Puis tu fais comme crime. La réflexion, ils n'ont jamais eu cette réflexion-là. Parce que c'était juste, on répète la recette. On achète des blocs, on achète des blocs. T'sais. Mais la question, elle se pose. Puis tout le monde arrive là. Puis je le vois tellement souvent dans des constructeurs, des gars hands-on qui construisent des plex ou des maisons, qui ont toujours géré leur équipe, qui sont en plein contrôle de leur affaire. Puis ils ont trouvé une bonne recette, puis repeat. Puis là, à un moment donné, il y en a une valeur nette, là, ils en ont, là, puis ils sont comme, OK, je veux ralentir. Puis là, tout d'un coup, il faut qu'ils deviennent passifs, mais comme ils l'ont jamais fait de leur vie. Fait que là, c'est là que tu deviens vraiment nerveux puis stressé parce que tu l'as jamais vécu. Fait que ça, c'est un gros frein, tu sais, à un moment donné, mais il y a un switch qu'il faut que tu fasses, puis il peut être progressif, ce switch-là, des fois. Oui, c'est clair. C'est pas juste un... Comment est-ce que tu dois encore côtoyer ou parler du monde de ton ancienne vie, là, en boursier, tout ça? Comment que c'est perçu, l'immobilier? Tu sais, parce que j'ai tendance, moi, en tout cas, moi, quand je croise beaucoup de monde de bourse, ils sont comme moi, tu sais, l'immobilier, tu sais, je suis comme, moi, la bourse... Ben, la majorité des gens comprennent pas l'ingénierie financière de l'immobilier. Okay. Je te dirais, puis dans le monde des conseillers financiers, etc., c'est pas un monde qui est saisi, l'effet des refinancements, puis le TGA, puis les multiples, puis refinancer, optimiser. C'est pas quelque chose qui est compris, fait qu'ils le voient pas comme un produit financier, ils le voient plus comme... Ils sont pas rémunérés pour non plus. Non, c'est ça. Tu as de l'immeuble, tes immeubles vont monter de 2% par année, comme si ça serait comme ta maison. C'est pas pantoute ça. C'est une business que tu achètes, puis il y a du potentiel, puis il y a des actions à poser pour aller chercher ce potentiel-là. Fait que je trouve qu'il y a vraiment une mauvaise compréhension du secteur des finances traditionnelles par rapport à... je pense pas qu'ils ont de l'éducation là-dessus, parce que des fois, ça me fait rire, ou ça me faisait... Dans le temps, ça me faisait rire chez RRV que... mais je vais aller...
Je vais aller demander à mon conseiller financier. Mais ton conseiller financier, il probablement qu'il ne connaît rien en immobilier parce qu'ils n'ont pas d'éducation là-dedans. Ben, tu sais, le nombre de fois que quand j'étais gestionnaire de portefeuille en bourse, le nombre de fois que je me suis fait dire, je vais en parler à mon comptable. Je suis comme, tu sais, un comptable, là, c'est un en bourse. Tu sais, il y en a des bons comptables, puis je ne peux pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais on ne regarde pas la même affaire. Il y en a un qui regarde le passé, l'autre qui regarde le futur. Ouais. Tu sais, un gestionnaire de portefeuille, c'est un investisseur, ça regarde le futur. Fait que, tu sais, c'est pas la même vision, c'est pas la même réflexion qui est ancrée. Fait que, c'est le même principe que si tu vas voir un conseiller financier, ben il faut que tu te poses la question, c'est quoi son background? Il connaît-tu ça? Y a-tu une expérience là-dedans? Il comprend-tu? Ou il te parle juste en termes de placement général? Parce que c'est même vraiment... ça, conseiller financier, des fois, c'est un terme qui est un peu galvaudé. Généralisé, là, généraliste. Des fois, la personne parle de finalement son conseiller en assurance vie. Tu sais que c'est même pas vraiment un conseiller financier. C'est pas un planificateur financier, par exemple, ou c'est pas un gestionnaire de portefeuille. Même ça, c'est un terme qui... Les gens se mélangent. C'est tout mélangé, c'est tout mis dans le même bateau, puis les gens se méfient aussi, comme dans n'importe quoi. Je veux dire, tu vas te méfier. Fait que, tu sais, dans n'importe quoi, puis des bons conseillers, il y en a une tonne de bons conseillers. Puis comme il y a des bons médecins, mais des moins bons médecins. Il y a du bon, puis il y a du moins bon, mais faut que tu te poses la question. Qu'est-ce que le gars il a accompli? Il vient de où? Il fait quoi? Puis c'est la même affaire si tu étais en immobilier puis que j'ai investi avec Nicolas. Ben Nicolas, c'est quoi son background? Puis, hey, OK, il est président du collège Rex, il y a pas mal d'acquisitions derrière la cravate. Ça me met plus en confiance. Je peux venir te voir et te poser te demander des conseils. Puis probablement que tu vas être mieux apte à me conseiller que quelqu'un qui a une connaissance des marchés financiers traditionnels, mais qui ne connaît pas le sujet. Fait que moi, je pense que c'est ça. C'est pas bien compris. Non, c'est clair. Le marché traditionnel ne comprend pas bien l'investissement immobilier qui... Ben, ça relève de l'investissement privé. Tu sais, c'est de l'investissement alternatif. C'est de l'infrastructure. C'est plein de choses en même temps. Tu peux le voir plein de façons. Là. Tu peux le voir comme une obligation, tu peux le voir comme une action. Il y a un peu des deux là-dedans. Fait qu'il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a de la place pour toi. Moi, j'ai tout le temps dit... On n'est pas là au Collège Rex pour pousser le monde vers l'immobilier. Non. Nous, on est là pour le monde qui veut investir dans l'immobilier. Exact. Tant qu'à moi, toute forme d'investissement est bon, longtemps que tu investis. Après ça... c'est les caractéristiques des produits qu'il va falloir... ton patrimoine, c'est un ensemble d'actifs. Tu peux être super concentré en immobilier au départ, mais à un moment donné, tu vas vouloir être plus liquide. Ben ça se peut. Que la bourse, ça fasse du sens. Puis, fait faut que tu la regardes vraiment comme un tout. Moi, je le regarde comme une facette, puis c'est pas juste l'immobilier ou c'est pas juste la bourse, c'est un ensemble. Moi, c'est plus comme ça que je gère le mien, personnellement. Là. Fait que, mais ouais, je suis d'accord avec ça. Matt, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir partagé. Puis je te souhaite bon succès. Merci. À la prochaine. À la prochaine.